2022. Une masterclass donc voilà, pour vous administrateurs, mais aussi collaborateurs, dirigeants, managers de la Caisse d'épargne de France. C'est une thématique, un invité. Ce soir, c'est grand luxe, c'est 3 invités et 1 heure maxi, échange compris. Donc juste pour vous rappeler qu'une masterclass, il y en a une qui s'est déroulée en novembre 2021, c'est la 3e qu'on organise, avec Philippe Wechter, sur le chef économiste Ostrom Asset Management, sur le thème Quelle économie pour demain. La seconde a eu lieu aussi en décembre sur la thématique Le juste soin accessible à tous. L'invité était Laurent Delaby, qui est directeur général d'ensemble privé hospitalo universitaire de l'Institut catholique de Lille. Et ce soir, nous avons la chance nous accueillons donc Thierry Bouillon, responsable de la sécurité des systèmes d'information à la Caisse d'épargne de France, Jean-Marc Detrey, responsable du développement numérique du territoire et système d'information chez Communauté d'agglomération des 2B en Montreuil-Lois, vice-président de la SLE Pays d'Opale, ainsi que Jérôme Fourny, Head of IT Audit Europe and Corporate chez ArcelorMittal, administrateur de la SLE Pays d'Opale, pour nous dresser donc un état des lieux de la cybersécurité en 2022. Voilà, Jean-Marc, je te passe la parole pour les quelques consignes. Bien écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass qui a pour thème la cybersécurité. Je propose qu'on passe à la slide sur le programme, en fait, qui va, voilà, vous retrouvez donc le programme de notre soirée, qui après une petite introduction sera divisé en 3 parties. Un panorama de la cybersécurité en 2022, un petit zoom sur les techniques et surtout quelques conseils pour se prémunir de ces malversations, et pendant lequel nous évoquerons également l'identité numérique. Et enfin, un petit temps pour les questions-réponses. Alors, je vous rappelle les bonnes pratiques pour une visio qui se passe bien. C'est laisser le micro coupé le maximum, donc notamment pendant la présentation. Vous pouvez également, pendant la présentation, couper vos caméras. Ça va libérer un petit peu de bande passante. Et puis, il y a un temps d'échange qui est prévu en fin de présentation, pendant lequel vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à ce moment-là à allumer votre caméra, afin que ce soit un peu plus interactif, qu'on puisse se voir. Vous recevrez dans tous les cas une copie de la présentation dans laquelle vous retrouverez des informations que nous n'aurons pas le temps de détailler dans l'heure qui va venir, ainsi que de nombreux liens pour aller plus loin dans l'appréciation de ce sujet qui est quand même assez complexe de la cybersécurité. Vous comprenez bien aussi que ce soir, nous serons dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations individuelles sur des cas concrets. On ne va pas pouvoir vous expliquer en quelques minutes comment sécuriser votre entreprise. On passe à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante qui concerne la transformation digitale des entreprises. La transformation digitale des entreprises, elle a commencé il y a déjà quelques années. Elle concerne maintenant tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise. Les modèles de métiers sont remis en cause. Le changement actuel, il peut être comparé quand même à l'invention de l'imprimerie ou à l'invention d'Internet. On est vraiment dans une numérisation de tous les process qui rend les entreprises très dépendantes du numérique. Le garagiste a besoin d'Internet pour mettre à jour les voitures. Les hôpitaux ont besoin des données de santé qui sont stockées dans leur système informatique pour pouvoir vous opérer en toute sécurité. Toutes les entreprises sont concernées. On voit bien un petit peu là dans les différents exemples de coupures de journaux, une pâtisserie victime d'une cyberattaque. On dit une pâtisserie, ça ne va pas les embêter beaucoup, mais si, parce que leur système de caisse, leur système de comptabilité, tout est interconnecté en fait, et ça bloque totalement les entreprises. D'ailleurs, cette transformation digitale, elle a un volet transformation digitale du management, également transformation digitale du travail en tant que tel, des conditions de travail, notamment par exemple le télétravail qui s'est énormément agrandi, notamment avec la crise sanitaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait certaines entreprises font faillite à la suite de dommages sur leur système d'information. C'est quelque chose qui arrive malheureusement encore beaucoup trop souvent. Donc sur la diapo suivante, vous voyez en fait que, avant tout, le numérique, il induit une transformation sociétale, une transformation qui est inéluctable. Nos vies sont impactées à tous les niveaux. Nous utilisons le numérique à chaque moment, y compris sans nous en rendre compte. Par exemple, quand vous utilisez un système keyless pour entrer dans votre voiture et la démarrer, donc le système keyless, je rappelle, c'est la petite clé qui, au lieu de mettre comme avant dans le déman de la voiture, vous gardez dans la poche et qui vous permet de rentrer dans votre voiture et la démarrer. Ça, c'est du numérique. Les clés d'hôtel dématérialisées, ce qu'on appelle l'Internet des objets, en fait, les objets qui sont connectés au sein de nos maisons, sans même parler de la domotique. On pourrait citer des exemples à l'infini. Vos données de santé qui sont de plus en plus stockées dans le cloud. On parle de mon espace santé là récemment. Vos rendez-vous médicaux, vos échanges d'informations avec vos proches, les entreprises sont également de plus en plus dématérialisées.
On sait que 80% des Français de plus de 12 ans utilisent Internet pour accéder à l'information, à des produits, à des services. Voilà, le smartphone aussi devient le premier moyen de communication. Ce smartphone, d'ailleurs, qui contient une grosse partie de notre vie. Nous aurons l'occasion de revenir sur notre identité numérique et sur les différentes traces que nous laissons sur Internet. Vous l'avez compris, on va juste rester un tout petit peu sur la slide avant. Vous l'avez compris, en fait, si l'entreprise est dépendante du numérique, c'est également le cas pour nous, et ça nous expose à des éventuels piratages. Alors, on a mis quelques exemples là, que ce soit le piratage des données de santé, que ce soit les systèmes de clés sans contact dont je parlais tout à l'heure. Voilà, clairement, on est aussi vulnérable que les entreprises. Donc, sur la diapo suivante, on vous présente quelques chiffres pour 2021. Alors, au-delà de ces chiffres et des montants astronomiques en jeu, 6 000 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. 400% d'augmentation des cyberattaques en 2021. Alors, on peut au moins partiellement attribuer ça à la crise sanitaire, aux modifications des habitudes de vie, l'éloignement physique, le télétravail. Mais voilà, on est quand même dans une dynamique d'augmentation très importante. On s'aperçoit quand même vite du rôle qu'on peut jouer dans ces menaces. 94% des attaques commencent par un email. 90% des failles sont d'origine humaine. Alors, dans l'informatique, dans les métiers de l'informatique, on a l'habitude de dire que le problème se situe souvent entre le clavier et la chaise de bureau. On voit bien que là, on est un petit peu dans le même discours, sans faire de raccourci. Si vous souhaitez connaître le mot de passe, le code, ou si vous voulez que quelqu'un fasse une action, le plus simple, c'est de lui demander directement. Alors évidemment, de manière subtile, mais pour cela, l'humain est très inventif. C'est quelqu'un qui va vous appeler en se faisant passer pour votre banque, qui va vous mettre une pression, créer un sentiment d'urgence. Ou dans les grandes entreprises, ça peut être quelqu'un qui va se faire passer pour un technicien informatique, qui va vous demander de faire une manipulation, ou directement qui va se faire passer pour votre directeur ou votre président. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de l'arnaque au président que nous allons évoquer également ce soir. Et puis, pour beaucoup, il n'est même pas nécessaire de leur demander leur mot de passe. Si on prend le top 5 des mots de passe les plus utilisés en 2021, mondialement, le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le troisième, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les suivants, QWERTY, Password, je vous fais cadeau des 20 premiers qui sont malheureusement d'une évidence à toute épreuve. Et malheureusement, on va le voir aussi, tous ces mots de passe se cassent instantanément. C'est pas 2 minutes, 10 minutes, c'est instantané. Alors, voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Je suis désolé de vous le dire, mais vous serez victime d'une ou probablement plusieurs tentatives de piratage. Il ne faut plus voir ça sous l'angle « est-ce que je vais être concerné ?» En fait, nous sommes tous concernés. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut avoir peur ? Déjà, comme vous savez bien ce qu'on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc les arnaques, elles ont existé à toutes les époques. Christian Chavagneux, qui est un journaliste, a publié un livre qui est sur la thématique des escroqueries de la Grèce antique jusqu'à l'affaire Madoff. Alors la Grèce antique, je vous rappelle, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Donc clairement, ça n'a pas attendu le numérique, le digital pour mettre au point des arnaques. Simplement, comme tout le monde, les criminels ont effectué leur transformation digitale. Ils profitent des nouvelles possibilités qui sont offertes par le numérique. Alors, ce qui a changé quand même principalement, c'est la taille du terrain de jeu. Là où avant, le pickpocket qui vous volait votre téléphone, il devait être à côté de vous, maintenant, de nombreuses arnaques sont réalisées depuis l'autre bout du monde. Et c'est vrai que ça complique et surtout, ça amplifie énormément le phénomène. Mais sinon, il n'y a pas de différence entre la vie numérique et la vie réelle. On ne fait pas confiance à tout le monde. On remplace des mesures simples, connues de tous et ancrées dans nos habitudes, qui concernaient la vie de tous les jours, par leur pendant numérique. Quand vous prenez le métro parisien, vous ne laissez pas dépasser votre portefeuille de votre poche arrière sans faire attention. De la même manière, maintenant, quand vous recevez un email qui vous demande de donner vos coordonnées bancaires pour, par exemple, un prétendu remboursement d'impôts payés indûment, il faut se poser des questions. On aura l'occasion de vous donner des pistes, d'ailleurs, pour reconnaître un email douteux d'un email qui est, normal. Alors après, c'est pareil, de bonnes affaires ou de trop bonnes affaires sur les sites d'e-commerce, ça doit vous alerter. Des paiements qui sont réclamés en coupons non traçables, c'est des coupons qu'on achète chez le marchand de tabac, les PCS et compagnie. Toutes ces pratiques, ça doit vous alerter en fait. Et puis, en cas de fraude, il y a des bons réflexes à avoir, comme en cas d'agression. Alors, on va parler ce soir de Perceval pour les arnaques à la carte bancaire, du site gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr.
mais vous allez retrouver également de nombreux liens dans le document qui vous va être envoyé, donc je vous conseille de le regarder. Il n'y a pas que la présentation de ce soir, hein, il y a tout ce qu'on n'a pas pu vous dire, parce que comme l'a dit Thierry, on est trois passionnés, et c'est vrai qu'on pourrait parler longuement de la sécurité et du digital de manière générale. Donc voilà, vous allez retrouver énormément de choses dans le document qu'on va vous envoyer. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Thierry, qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, pour nous faire un panorama de la cybersécurité en 2022. Merci Jean-Marc. À mon tour, effectivement, on vient de vous passer un certain nombre d'éléments qui sont plutôt anxiogènes, il faut bien le dire quand même. Donc je vais tout de suite vous dire que l'objectif de notre session de ce soir, c'est pas de vous faire peur, sûrement pas. C'est plutôt de vous faire connaître, de vulgariser ce à quoi nous sommes tous exposés, à titre privé comme à titre entreprise. Et je pense qu'on atteindra l'objectif qui est simple, qui est que quand vous partirez tout à l'heure, vous vous direz, sachant finalement ce qu'on a devant nous, je ne me ferai pas avoir tout simplement, et puis je vais passer la bonne parole autour de moi, et je vais, pour ceux qui sont concernés en entreprise, m'assurer d'un certain nombre de principes de base. Et très franchement, je vous en parle d'expérience, quand les quelques principes de base qu'on va évoquer auprès de vous ce soir sont appliqués et animés auprès de la famille à titre perso, des amis ou auprès des collaborateurs de l'entreprise, il n'y a plus de sujet. Comme on vous l'a rappelé déjà plusieurs fois, c'est l'humain qui fait toute la différence. Je voulais d'abord vous faire un passage rapide. Je ne vais pas vous lire le détail de ce type de slide, mais vous interpeller sur les éléments intéressants. À gauche, il y a la partie coût de la mise en place d'une opération malveillante. De type, par exemple, là, en l'occurrence, ransomware, donc bloquer le fonctionnement de la machine d'une entreprise ou d'un particulier et lui demander une rançon pour qu'il récupère ses données et le fonctionnement de son ordinateur. On en parle plus dans le détail après, mais sur le principe là, de cette activité lucrative, on voit qu'une opération de ce type-là, ça coûte. C'est en moyenne, on est sur des chiffres réels là, qui sont vérifiés, qui sont des moyennes de ce qu'on observe en 2022. Ça coûte quelque chose comme 150 000 $ pour mettre en place une opération de ce type pour les fraudeurs, pour les pirates. Il y a un certain nombre des tâches, de compétences qui sont mis en œuvre, c'est de plus en plus facile. On trouve les kits tout faits sur Internet, on en reparle aussi tout à l'heure. Voilà. Mais très vite, il faut regarder la partie droite, c'est les gains. On génère très vite beaucoup de gains, même si on mise sur le fait que seuls, on va dire, entre 6 et 10% des gens se font avoir, payent les rançons. On voit que les gains, c'est facile, il suffit de faire la division. On est sur un retour sur investissement en moyenne pour les pirates qui va de 200, 300 à 800, 1000%. Donc on comprend bien l'intérêt, l'appétence d'un certain public à l'échelle planétaire sur ce type d'activité très lucrative. Alors, dans ce panorama, il faut qu'on se souvienne d'un certain nombre effectivement de proportions qui ont déjà été évoquées. Ceci dit, on voit qu'il y a une forte augmentation sur 2021-2022 de cette exposition à des tentatives de fraude. On voit que les proportions sont très importantes, 3 sur 5. 3/4 des entreprises ont clairement constaté une augmentation des attaques de tout type, et en particulier de phishing. Et 1 sur 4 est effectivement victime d'une fraude de ce type-là. C'est un sujet qui devient excessivement répandu. Au titre des préjudices, ça a été vu très rapidement sur les slides que nous a présenté Jean-Marc. On voit qu'on est très vite à des préjudices à hauteur de 10 000 €. Ce sont des moyennes, encore une fois. Mais dans 14% des cas, ça monte assez vite, ça monte à 10 fois plus, à 100 000 €. Alors, ces menaces-là, elles sont effectivement en forte accentuation. Les entreprises, 9 sur 10, craignent que ça empire. Pour celles qui y sont exposées, elles voient bien l'évolution du nombre de cas. Et bizarrement, dans les mêmes entreprises sollicitées, quand on demande celles qui allouent un budget spécifique pour la lutte contre la fraude, ça n'est pas que des budgets de technologie à mettre en place, ça peut être des budgets alloués à des opérations de sensibilisation des collaborateurs, des choses de ce type. C'est seulement la moitié en ordre de grandeur des entreprises qui se dotent de ce type de budget. Donc c'est un peu surprenant entre la crainte, la peur, l'exposition réelle et les moyens qu'on se donne pour se prémunir de ce type de fraude. Et on parle de quelle fraude? On le voit dans le top 5 en 2021, c'est l'étude Euler-Hermes 2021. La principale, c'est l'usurpation d'identité. De toute façon, c'est ce qu'on trouve pratiquement sur le top 5. Usurpation d'identité du président ou de certains fournisseurs ou de certains clients, etc. Et usurpation qui se fait dans les deux sens, bien sûr. On usurpe l'identité de la banque auprès du client, par exemple, et on usurpe le client auprès de la banque dans les deux sens et en même temps. Ça marche mieux comme ça.
Voilà, et on va en parler d'ici à la fin de la session de ce soir. Les trois niveaux importants, Jean-Marc l'a rappelé. Premièrement, c'est l'initiative humaine. Ce qui bloque le plus souvent une tentative de fraude, à 80% des cas, c'est l'humain. C'est l'humain qui comprend qu'il est face à une tentative de fraude et qui enraye ce qui était en train de vouloir se mettre en place. Le second étage, il ne faut pas l'oublier, qu'on pose la même question. Est-ce que vous considérez que vos procédures de contrôle interne vous en protègent? Oui, une fois sur deux, c'est effectivement le cas. Il faut vraiment s'assurer qu'on a mis en place des procédures qui prévoient ces cas-là et comment on réagit quand on est exposé à certains types d'éléments qui interpellent. Évidemment que ça va mieux quand c'est déjà posé, connu et formalisé dans l'entreprise. Et puis bien sûr, malgré tout, il y a aussi, dans un cas sur deux, les dispositifs techniques, les antivirus, les firewalls, les dispositifs de surveillance des réseaux, etc., qui bien sûr protègent aussi l'entreprise efficacement, puisque ça empêche, dans un cas sur deux, la tentative de fraude. Mais seulement dans un cas sur deux. On voit bien que ce n'est pas la technologie, les dispositifs techniques mis en place qui protègent vraiment l'entreprise dans la majorité des cas. C'est seulement une fois sur deux, parce que de plus en plus souvent, on est exposé à des attaques, quand elles sont logicielles, en tout cas de type ce qu'on appelle 0D, c'est-à-dire un virus, un logiciel qui a été développé le même jour qu'il est utilisé chez vous. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'antivirus, les dispositifs techniques ne reconnaissent pas ce logiciel comme étant malveillant, puisqu'il n'existe que depuis quelques heures. Alors, la cybercriminalité, clairement, elle se banalise. Pourquoi? J'aurais presque dit, on ne l'observe plus, alors je devrais dire presque plus, on n'attaque plus nos agences. Les films de gangsters à la Al Capone, c'est fini. L'attaque de nos agences à grands coups de Kalachnikov, etc., c'est quand même devenu beaucoup moins fréquent. Oui, là, on se retrouvait un peu plus facilement, d'abord avec un problème de santé, parce qu'on risque de se faire tirer dessus aussi par les forces de l'ordre. On risque assez facilement de se retrouver en prison. Et puis la rentabilité n'est pas toujours garantie, alors qu'on vient de le voir avec des techniques cyber. On a beaucoup moins de risques physiques, aucun. On a beaucoup moins de risques de se retrouver en prison, parce que quand on le fait de façon habile, on se cache derrière des dispositifs techniques qui empêchent d'être retrouvés par les autorités. Voilà. Et puis en plus, quand on se met dans les bons pays à l'étranger, les techniques de répression pour se retourner contre des malveillants dans des pays où par exemple les relations diplomatiques sont pas très bien développées avec le pays où a lieu l'attaque, ça donne en général pas lieu à beaucoup de suites, et ça les malveillants le savent. Et puis on est évidemment dans un contexte, c'est pas l'actualité récente qui va me contredire, de conflits géopolitiques qui alimentent aussi un certain nombre de typologies d'attaques. Alors, la cybersécurité, ce dont on vous parle, ça va être quoi? Ça va être trois niveaux d'action évidents. C'est se protéger, bien sûr, avant tout. C'est se doter du moyen de détecter quand on est exposé à une attaque, et ça le plus vite possible. C'est vital. Quand on est attaqué, il faut s'en rendre compte le plus vite possible. Et on va voir que certains types d'attaques, malheureusement, on ne les détecte que des semaines, des mois après qu'elles aient eu lieu, ou des mois après qu'elles se déroulent tous les jours pendant des mois, et on le détecte que très tardivement. Et puis bien sûr, se définir la meilleure façon de réagir, de parer à la cyberattaque quand elle est identifiée, voire quand il y a déjà quelques éléments qui ont été corrompus, c'est comment on s'est préparé à revenir à la normale rapidement, dispositif de continuité d'activité, qui est important aussi à définir. Alors, pour rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, dans les techniques les plus répandues, j'aurais pu vous le faire comme ça, avec plein d'explications sur plein de techniques, avec plein de textes sur plein d'écrans. Je vais vous épargner ça. Vous remarquerez, ça me permet d'attirer votre attention sur le petit post-it bleu qui est en haut de l'écran, qui est labellisé à lire plus tard. Vous en aurez quelques-uns comme ça dans la présentation, puisqu'on vous l'a dit, vous allez avoir le support après la session de ce soir. Vous aurez tout loisir de lire ce type de littérature. Il y aura quelques slides comme ça qu'on va passer très vite. On va plutôt focaliser sur les éléments importants qu'on a décidé de vous présenter de plus près ce soir. Alors le premier, c'est les ransomware, parce que c'est ce qui circule le plus depuis déjà pas mal de temps. Alors le ransomware, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un virus qui s'installe dans votre poste, qui mène une action alors plus ou moins malveillante. J'ai volontairement sur ce slide mis deux cas de figure très différents entre eux. Celui de gauche, que beaucoup ont déjà vu d'ailleurs, qui n'est pas vraiment un virus qui s'installe dans un poste, mais plutôt une page Internet qui apparaît quand vous naviguez sur certains types de sites.
par exemple des sites qui vous proposent des programmes piratés ou du porno, etc. Et puis vous avez cet écran qui apparaît tout d'un coup, vous avez fait des trucs illégaux, attention, vous allez être poursuivi à moins de payer rapidement une petite amende en bitcoins ou aller acheter tel type de carte au débit de tabac. En fait, c'est juste pour faire peur, il ne se passe rien du tout en fait dans votre poste, rien n'est chiffré, aucune donnée n'est corrompue, juste on vous fait peur avec ce type d'écran. C'est ce qui existe de moins en moins, mais qui existait beaucoup il y a encore pas plus tard qu'un an ou deux. La partie droite, c'est tout autre chose. Là, vous avez vraiment attrapé le virus, il s'est déroulé, mis en œuvre dans votre poste, et il vous bloque, il vous empêche d'accéder à vos données et au fonctionnement global de votre poste et vous demande une rançon pour le récupérer. Ça, c'est ce qui est maintenant quasi systématiquement fait et c'est même maintenant très souvent assorti d'une phase complémentaire qui est de vous menacer de divulguer les données qui ont été récupérées dans votre poste, en particulier pour les entreprises qui manipulent des données sensibles. Ça, toujours dans l'esprit de vouloir vous inciter d'autant plus à payer la rançon qui est évoquée. Donc, on vous bloque vos données, vous n'y avez plus accès, vos systèmes ne marchent plus, et si vous attendez un peu pour payer la rançon, on vous menace très vite et on met la menace à exécution de diffuser sur le dark web ou sur Internet tout court les données qui ont été récupérées chez vous. Et ça, en général, c'est parfois plus que la perte d'accès des données qu'on peut récupérer avec des sauvegardes quand on a été prévoyant. Mais la divulgation des données, ça finit de faire vraiment peur et ça peut déclencher le paiement des rançons. Alors, les faux services, qu'ils soient bancaires ou commerciaux, c'est quelque chose qui circule énormément aussi. On va être très corrélé à ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire le phishing. C'est tout simplement, alors pour ce qui concerne la banque, l'usurpation de l'identité de la banque. Ça peut se faire par téléphone, ça se fait maintenant de plus en plus souvent. Donc attention, il y a toujours, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, un critère d'urgence. On va essayer de vous faire prendre des décisions en vous empêchant de réfléchir. On va essayer de vous faire cliquer ou fournir des informations très vite parce que le ton va être très directif, avec une notion d'urgence, d'incident qui est en train de se dérouler. Ça, il faut que ça interpelle très vite. Il faut toujours se poser ce type de questions. Pourquoi on m'appelle pour me dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai engagé aucune opération. Donc, il faut savoir se dire, non, ce qui se passe n'est pas réel. Je suis dans une démarche qui veut me tromper. Vigilance, il vaut mieux le préciser, puisque depuis quelques mois, on observe des techniques d'attaque où le numéro d'appelant utilisé par les pirates est le vrai numéro de la banque. En l'occurrence, on sait spoofer, comme on dit, on sait créer un faux numéro de téléphone, si on peut dire, en tout cas un service téléphonique qui utilise un numéro déjà existant par ailleurs. Ça se fait assez facilement maintenant, et donc il est fortement conseillé aussi de faire attention quand on vous demande d'effectuer une opération en vous demandant de donner un code que vous recevez sur votre téléphone mobile, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une opération de virement externe est en train de se faire réellement sur votre compte. Il ne manque plus aux pirates que d'obtenir le code de validation. Et on va vous faire croire qu'il se passe autre chose, par exemple qu'on est en train de sécuriser votre compte, et que pour ça, il faut que vous donniez le code qui apparaît à votre téléphone. Et bien sûr, ce code ne permettra pas de sécuriser votre compte, mais plutôt de confirmer le virement externe. Comment réagir? Je vous épargne le détail, vous aurez le support, encore une fois, après, mais bien sûr, vous vous doutez que non, il ne faut pas donner suite à ce genre de sollicitation, il ne faut donner aucun élément d'information, il ne faut surtout pas donner les codes que vous avez en votre possession, et il faut très vite changer votre code secret de banque en ligne, opposer votre carte bleue si des éléments ont été donnés aux pirates, et puis alerter votre agence bancaire, évidemment. Alors, côté commercial, ça va mieux en le disant aussi, ça existe encore malheureusement beaucoup. Ce sont de faux sites commerciaux qui ont tout pour ressembler à des vrais sites commerciaux. On vous vend des produits et ça marche très bien. Voilà, vous pouvez choisir le produit que vous voulez acheter, là, de l'habillement, de marques réputées. Voilà, vous choisissez la taille, vous alimentez votre panier, on vous propose de payer et puis bien sûr, vous ne recevrez jamais rien, évidemment, parce que des marques de standing vendues à des prix de quelques dizaines d'euros, il faut savoir se demander pourquoi, c'est pas logique du tout. Et ça, alors, voilà, malheureusement, des gens tombent encore dans le panneau. Ce sont des sites qui n'offrent aucune mention légale en bas de page, qui n'offrent aucune garantie de leur qualité, qui n'ont pas de certificat de sécurité, etc. Mais des gens vont encore là-dedans, on l'observe souvent. Alors ça, c'est un truc qui a explosé depuis quelques années et qui marche fâcheusement bien. C'est le fait de vous faire croire qu'il y a un problème technique dans votre ordinateur et on vous invite à solliciter un service de support technique, par exemple celui de Microsoft. C'est le plus répandu.
Voilà, vous avez un écran de ce type-là qui apparaît, un écran bleu. Ah, il y a un problème de fonctionnement. Bah, appelez le support technique de Microsoft. On va prendre contrôle de votre poste et vous le dépanner. Je ne compte plus le nombre de personnes qui répondent favorablement à ce genre de sollicitations. Ils donnent l'accès à leur poste. Le pirate prend effectivement le contrôle, fait semblant de rentrer dans des paramétrages techniques du poste pour corriger un problème et génère une facturation, etc., du service ainsi donné de dépannage du poste qui va en général 400 à 800 euros. Et ça, beaucoup de gens tombent malheureusement encore dans le panneau aussi. Alors, après, on a la pléthore de techniques de fraude que tout le monde a déjà rencontrées, je pense. Hein, votre ami qui vous écrit, qui est en difficulté à l'autre bout du monde, qui n'a plus son téléphone, qui n'a plus sa carte bleue, qui a besoin d'argent. C'est l'une des techniques classiques, les fraudes à la nigériane, on appelle ça. Les sollicitations diverses d'une personne gravement malade qui, comme par hasard, vous a choisi comme celle à qui elle voudrait donner toute sa fortune. Etc., etc. Alors ça circule toujours beaucoup, ça marche toujours très bien, et il y a toujours des gens pour donner suite, pour payer les frais permettant d'obtenir les sommes envisagées, etc. Par exemple, voilà, les loteries espagnoles, typiques, je suppose que vous avez tous déjà reçu ça, vous avez gagné à la Française des Jeux, vous avez gagné à la loterie Microsoft ou à telle ou telle loterie. C'est bizarre de gagner à une loterie à laquelle on n'a pas joué, mais apparemment ça n'interpelle pas plus que ça un certain nombre de personnes qui, malheureusement, rentrent dans le process et payent les frais pour obtenir le paiement de la dite loterie. C'est parfois des sommes considérables. Hein. On a des cas de personnes qui payent, sur un cas comme celui-là, on pense avoir gagné 800 000 euros, il faut payer 80 000 euros de frais pour obtenir cette somme-là. Les gens payent, demandent à ce qu'on fasse un virement de 80 000 euros. Donc souvent, on intercepte, on dit vous êtes sûr, et heureusement pour nos clients, on les empêche de faire ce type de bêtises, mais ça se produit encore très souvent. Alors le phishing, alors là c'est l'immense classique. Je vous épargne la réalité du quiz, hein, je ne vais pas vous demander de prendre la parole, vous aurez tous compris que c'est presque un clin d'œil. Je pense que tout le monde maintenant a l'habitude d'aller voir ce qu'il faut voir. Un phishing, quand vous arrivez sur un faux site de banque, ça ressemble fortement au site de banque, et pour cause, puisque c'est un copier-coller du site de banque réel, sauf que quand on regarde bien l'URL, hein, l'adresse qui est en haut de la page, comme par hasard, ce n'est pas du tout l'adresse de la banque. On constate mieux ici, par exemple, autre cas de l'ancien format de notre banque en ligne, hein, de la Caisse d'épargne, où vous arriviez sur un site qui évidemment a une adresse qui ne ressemble en rien à celle de la Caisse d'épargne. Quand vous saisissez vos identifiants clients, votre mot de passe de banque, évidemment les pirates le collectent et l'utilisent après pour se connecter à votre place à la vraie banque en ligne. Et puis vous arrivez très vite sur des écrans qui vous demandent des informations pour mieux faire votre usurpation d'identité, qui vous demandent vos références d'état civil, vos coordonnées de carte bancaire, c'est encore mieux, etc. Et ça, pareil, ça marche toujours, très très bien. Beaucoup de gens se font avoir et répondent à ce genre de sollicitations qu'ils reçoivent par mail. Alors qu'est-ce qu'il faut voir dans le mail? C'est toujours pareil, c'est l'adresse de l'émetteur. Hein. Autant quand on arrive sur un site, il faut regarder l'adresse du site sur lequel on arrive. Sur un mail, on regarde l'adresse de l'émetteur. Pas seulement l'intitulé en clair, ici, caisse d'épargne. Il faut regarder un peu ce qui est écrit à droite. Que la caisse d'épargne écrive à quelqu'un avec une adresse orange, c'est quand même suspect. Ça devrait attiser l'attention de celui qui reçoit ça. Les liens qui sont proposés, qui peuvent être écrits en clair de façon rassurante, il faut venir attarder sa souris dessus pour voir ce qui apparaît en pop-up. Comme ici, on voit bien que l'adresse qui apparaît n'est pas du tout une adresse de banque. Les pièces jointes, méfiance aussi. Enfin bon, voilà, je rappelle des grands principes que j'espère pourtant connus par tout le monde, mais on les répétera jamais assez. Quand vous voyez un certain nombre de ces éléments dans ce que vous recevez, surtout vous cliquez pas, vous ne donnez pas suite. C'est du banal phishing. Il faut savoir que nous, on met hors site, hors fonction, un site qui usurpe notre image en phishing plusieurs dizaines de fois par semaine sur des sites différents. Hein. Donc ça reste une activité très répandue. Et puis, la dernière fraude, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est celle qui est dans le top 5. Hein. C'est l'usurpation d'identité en général, c'est l'ingénierie sociale, c'est faire croire qu'on est la banque auprès d'un client, c'est faire croire qu'on est le client auprès de la banque, dans les deux sens. On est devant des cas concrets que j'ai anonymisés, bien sûr, qui ont été connus dans certaines caisses d'épargne, où, par exemple, une fausse entreprise extérieure, mais réellement existante, mais usurpée, sollicite le président du directoire, en même temps sollicite la compta, en même temps fait croire que le président du directoire appelle la compta parce qu'ils se renseignent, ces gens-là. Ils regardent comment l'entreprise est structurée, quel est le nom du responsable de la compta, quel est le nom du président du directoire. Tout ça, ça se trouve sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, dans les bulletins sociaux qui sont des informations publiques.
Voilà. Et ils font ça très bien, hein. On n'est plus devant des rigolos comme on a connu à une époque, hein. On est devant des gens qui parlent un très bon français, qui vont, c'est le cas de l'exemple que vous avez sous les yeux, imiter la voix du président du directoire auprès du responsable de la compta pour lui demander de valider le virement dont il a reçu la demande par mail, avec des fausses factures qui ressemblent parfaitement à une vraie facture, avec tous les éléments qu'on peut vérifier qui sont les vrais éléments sociaux de l'entreprise dans les pieds de page, etc. Donc tout ça, il faut s'habituer, c'est ce que je disais tout à l'heure, à avoir des procédures qui posent par avance qu'est-ce qu'on fait face à ce type de sollicitation. Il faudrait même avoir des procédures qui précisent que quand le président du directoire appelle la compta un vendredi soir à 19h30 en étant très 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 énervé et en demandant de faire un virement dans les 2 minutes parce que sinon le patron de la compta il va être viré, il faut savoir se dire il se passe un truc et ça c'est mieux de l'avoir expliqué avant, d'avoir sensibilisé, etc. Mais ils sont très forts ces gens-là pour le faire sous une mise en pression des collaborateurs qui sont sollicités et pour les empêcher de réfléchir, pour les faire très vite. Et c'est là où ça devient très dangereux. Et puis après, alors on a les attaques techniques sur les infrastructures, sur les fichiers, sur les clouds, sur les données stockées, où on en parlait tout à l'heure, il y a les mots de passe. C'est les mots de passe qui peuvent être craqués. Alors le petit quiz, pareil, je ne vais pas vous demander de répondre. De toute façon, je pense vous vous doutez de la réponse. Un mot de passe de 7 caractères ou moins qui ne contient que des chiffres et des caractères, il se craque en moins d'1 minute aujourd'hui. Il se craque, on appelle en mode brute force, c'est-à-dire qu'on teste tous les mots de passe possibles dans l'interface qui demande le mot de passe et on finit par tomber sur le bon. Il y a des outils maintenant performants pour faire ça. On ne va pas regarder le détail de ce type de tableau, juste pour vous montrer à partir de quel moment on peut considérer être devant un mot de passe solide, c'est-à-dire dans les colonnes en termes de complexité, en termes de lignes, en termes de longueur. On voit que si on est à moins de 10 caractères de long sur seulement des chiffres, ça se craque instantanément, c'est même pas une seconde, etc. Par contre, on voit que si on augmente la longueur du mot de passe et si on augmente sa complexité, ça devient très vite compliqué pour le pirate. On accède très vite à des attaques brute force qui doivent se passer en plusieurs centaines, voire milliers, voire milliards d'années, vous voyez. Voilà. Donc le mot de passe reste un sujet très important. Il faut absolument bannir les mots de passe simples. Et j'aurais pu rajouter une case dans ce tableau, c'est les mots de passe qui sont un mot du dictionnaire. La première des attaques brute force que font les pirates, c'est de tester tous les mots du dictionnaire. On n'a pas beaucoup, c'est quelques dizaines de milliers de mots, ça se teste en une fraction de seconde. Donc vous n'utilisez jamais comme mot de passe un mot du dictionnaire ou un prénom. Et je vais laisser la parole à Jérôme sur les bonnes pratiques de sécurité. J'espère que je n'ai pas été trop long. Emmanuel, on en est où? On est très bien. Eh ben, écoute, j'espère que je ne vais pas parler trop vite non plus. J'ai un peu l'impression de respecter le timing. C'est très bien. Non, t'inquiète, c'est moi qui vais être le plus long dans l'histoire, parce qu'en général, aussi. Bon, voilà. Non, merci pour toutes ces explications. Alors, je vais reprendre un peu ce que disaient mes collègues juste avant, juste pour donner quelques exemples. Et pour aider un petit peu à expliquer, quand vous êtes à la maison, il y a des gens qui mettent une alarme, qui ferment leur porte-clés, etc. Pourquoi? Tout simplement pour que pour ne pas être volé. Et dans l'informatique, c'est pareil. L'objectif dans le monde informatique, c'est si vous ne voulez pas être attaqué ou si vous ne voulez pas être hacké, vous essayez de faire en sorte que le hacker aille voir ailleurs. Donc c'est tout bête, mais c'est un principe humain tellement simple. Alors je ne dis pas qu'on ne sera jamais attaqué quand on est bien protégé, hein. Il y a toujours des gens qui essayent d'aller au-delà de toutes les barrières et qui veulent de toute façon passer parce qu'il y a un intérêt à passer. Mais en tant que particulier, si votre voisin est moins bien protégé, bah, vous savez très bien que c'est la maison d'à côté qui va être cambriolée, pas la vôtre. Là c'est pareil. Donc, la première bonne pratique, c'est, comme vous venez de le voir, c'est de choisir un bon mot de passe. Alors, un bon mot de passe, qu'est-ce que c'est? C'est un mot de passe avec plein de caractères, avec des choses compliquées. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre minuscules, majuscules, symboles, des plus, des moins, etc. Très compliqué. Vous avez vu, si vous mettez 14 caractères avec uniquement des lettres en minuscules et majuscules, il faut déjà un grand nombre d'années pour pouvoir réussir à craquer vos mots de passe. Donc ça sert à rien, moi je dis tout le temps, de vous faire des nœuds au cerveau, mais par contre, ne jamais utiliser le même mot de passe partout. Parce que si un jour il y a un mot de passe
qui est hacké, non pas parce que vous l'avez écrit quelque part, hein, il y a plein de gens qui le mettent sur un bloc-notes, donc là, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais si votre mot de passe est révélé quelque part, si vous avez le même mot de passe, si vous utilisez le même mot de passe partout, bah forcément, vous avez tout perdu parce que vous avez à la fois la messagerie, vous avez votre système bancaire, vous avez un peu tous les sites que vous visitez qui ont mot de passe. Et il y a encore des sites dans lesquels les mots de passe sont cryptés, sont très peu cryptés ou sont même en clair dans la base de données. Donc, il suffit que le site distant soit hacké, votre mot de passe est récupéré et après, on va partout où le mot de passe soit pareil. Donc, le deuxième intérêt, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le multifactor authentication, c'est-à-dire une authentification très forte avec un double facteur, c'est-à-dire un téléphone ou alors une clé de sécurité qui existe sur le marché. Vous pouvez acheter des petites clés USB qui vous permettent de vous authentifier. Mettre à jour régulièrement les applications. Alors ça, c'est quelque chose que l'on oublie, c'est qu'en fait, tout à l'heure, Thierry parlait des 0D. Bah, toutes les applications ont des failles de sécurité et les hackers, c'est leur business. Il y a une partie des hackers dont c'est le business de chercher toutes les failles de sécurité qui peuvent exister dans les applications. Et si votre application n'est pas mise à jour, potentiellement, elle dispose de failles qui ne sont. Alors, déjà, les 0D ne sont pas corrigés, hein, il faut savoir qu'elles ne sont pas encore corrigées, mais il y a toujours des failles dans les applications, et donc votre application n'est pas corrigée. Donc, le hacker peut rentrer à partir de vos applications, et là, vous ne pouvez rien faire, hein, que ce soit un antivirus ou autre. Il est totalement impossible de contrer ce type d'attaque. Ensuite, effectuer des sauvegardes régulières. Bah oui, parce que malheureusement, quand vous êtes attaqué, il y a un problème. Votre système est verrouillé, vous avez perdu toute votre comptabilité. Bah, le seul moyen pour s'en sortir, c'est de restaurer toutes les données. Payer une société ou payer un hacker, payer la rançon à un hacker, en général, ça ne marche pas, hein, et c'est très rare quand il vous donne la clé de décryptage. Donc vous avez perdu, non seulement vous avez perdu vos données, mais en plus vous avez perdu de l'argent avec le hacker. Donc le mieux est toujours d'avoir des bonnes sauvegardes régulières. Attention, là c'est bien marqué disque USB. On ne laisse pas le disque USB connecté en permanence sur la machine. C'est bête puisque quand on crypte quand le hacker ou quand le virus va hacker la machine et va venir crypter la machine, le problème, c'est qu'en général, bah, ces données-là, elles sont encryptées aussi. Donc, il faut toujours qu'elles soient offline, c'est-à-dire déconnectées de la machine, et vous ne le mettez que quand que vous en avez besoin. Prudent avec le smartphone, hein, un smartphone, une tablette, c'est un ordinateur. Donc, c'est un problème classique. Un smartphone, c'est la même chose qu'un hacker. C'est la même chose qu'un ordinateur. Vous avez exactement les mêmes failles de sécurité, que ce soit un iPhone, que ce soit un Android, que ce soit un Windows. Maintenant, ça n'existe plus, les Windows Phone. Vous avez les mêmes failles. L'utilisation de la messagerie, bon, on l'a vu, hein, il faut se méfier quand on envoie des messages, quand on reçoit des messages, à qui on envoie, est-ce qu'on reçoit, est-ce qu'on n'a pas quelque part reçu des messages. Parfois, vous pouvez voir dans vos spams. Alors ça, c'est un signe que votre messagerie peut être attaquée, c'est ou être utilisé à d'autres fins, hein, des gens qui se font passer pour vous et qui envoient des mails. Alors ça, c'est en grand classique sur Gmail qui ne protège pas très très bien. Peuvent très bien envoyer des mails avec votre adresse Gmail, et dans ces cas-là, vous recevez dans vos spams des messages comme quoi vous n'avez pas, votre mail a été bloqué ou des choses comme ça par d'autres sociétés. Ça, c'est une chose qui est très, très importante à regarder. Disposer de plusieurs boîtes mail. Alors ça, c'est un classique. Alors vous allez dire une pour le boulot et une à titre personnel. Vous pouvez en avoir plusieurs à titre personnel. Une qui est un peu plus sérieuse si vous avez, je ne sais pas, une activité de location pour dialoguer avec vos locataires. Si vous avez des activités, comme moi en tant que réserviste, j'ai une boîte mail dédiée à la réserve cybernumérique, etc., de manière à ne pas mélanger les genres. Et en plus, comme ça, vous êtes protégé en cas de s'il y en a une qui a un problème. Télécharger des programmes sur les sites officiels des éditeurs. Alors ça c'est un grand classique. Quand des gens téléchargent sur des sites P2P la nouvelle version d'Office, rien ne vous dit que vous téléchargez uniquement Office.
Alors, il y a des attaques qu'on appelle des attaques par supply chain qui font qu'en fait, vous téléchargez parfois des, des logiciels avec des virus dedans ou avec ce que l'on appelle des, des enregistreurs de clavier ou alors avec, enfin, ce qu'on appelle des spyware, ou avec des logiciels malveillants qui vont ensuite copier vos données à l'extérieur ou permettre à quelqu'un de revenir et d'ouvrir une backdoor sur votre système. Alors ça, on peut vous donner je peux vous donner un exemple qui a été fait l'année dernière. En plus, c'était sur un site officiel, une société qui s'est fait hacker. Donc cette fois-ci, c'était vraiment l'éditeur officiel. C'est un éditeur qui s'appelle SolarWinds, hein, qui a subi une attaque. Dans le source code de SolarWinds, cette fois-ci, les hackers avaient mis une backdoor qui permettait de rentrer dans les systèmes. Et les hackers ont attendu plusieurs mois de manière à ce que SolarWinds soit installé chez beaucoup de clients avant de lancer l'attaque. Entre autres, il y a eu des attaques chez Microsoft, etc. Donc voilà, on a tous ces exemples. Être vigilant lors d'un paiement sur Internet, bah oui, hein, on l'a dit, on ne paye pas n'importe quoi, on n'achète pas sur n'importe quelle société et on ne donne pas un code reçu, on ne valide pas. Alors ça, moi, j'appelle ça au boulot, quand je m'occupais de la sécurité, les oui-oui, les gens qui répondent oui à tout. C'est-à-dire que c'est un problème d'éducation. Quand vous faites du MFA, donc du Multi-Factor Authentication, ou quand vous avez un système de paiement sur votre téléphone qui vous dit est-ce que vous êtes d'accord pour valider tel paiement, ben, il ne faut pas toujours dire oui, oui, oui. C'est pareil. Est-ce que c'est normal que que vous ayez un pop-up qui vous dit sur votre téléphone est-ce que vous êtes d'accord pour valider cet accès? Ce que j'ai vu, c'est que moi j'ai des gens chez nous qui s'amusaient à cliquer toujours oui. Donc vous pouviez toujours leur mettre des systèmes de protection, ils disaient toujours oui. Et enfin, prendre soin de son identité numérique. Alors pourquoi prendre soin de son identité numérique? Je vais vous présenter un peu ce que c'est. Derrière l'identité numérique, c'est tout un ensemble d'informations que vous laissez sur Internet. Alors votre pseudo, vos images, etc., les vidéos, on a un peu tout. Ça, c'est votre identité numérique. Et l'identité numérique est très utilisée par les hackers pour faire ce qu'on appelle du social engineering ou autre. Vous avez une e-réputation. Et l'objectif d'un hacker, c'est quand même de connaître, on l'a bien vu, les gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous dialoguez de manière à pouvoir vous cibler. Si vous avez une forte, une image sur Internet très très forte, si vous laissez beaucoup de choses, c'est très facile de remonter jusqu'à vous. Et c'est très facile de vous cibler. Typiquement, vous allez trouver sur Facebook quelqu'un qui met des photos de son cheval ou je ne sais quoi, bah, vous savez qu'il est intéressé par le domaine équestre, vous allez pouvoir lui envoyer des mails de présentation de tel ou tel produit sur lequel il pourra aller cliquer pour pouvoir ensuite faire des achats. Alors, l'identité numérique, c'est aussi alors c'est une valeur pour l'entreprise, pour le marketing. Alors là, j'ai mis la map du social media d'Overdrive. Alors, Overdrive, c'est une société qui récupère toutes les métadatas et les datas qui viennent de différents réseaux sociaux, de différents sites web, etc. Alors là, c'est tout petit, mais vous le verrez en grand, hein, vous pouvez cliquer. Et cette cartographie, elle permet de vous vendre des choses. Elle fait le lien avec tous les systèmes sur lesquels vous vous connectez. Et ensuite, Overdrive revend ses services. Alors, ce n'est pas la seule société, il y en a une dizaine au monde, qui fait ce qu'on appelle du big data. Et à partir de ce big data, elle vous crée un profil. Elle sait comment vous cibler. Et croyez-moi, ils sont très très forts là-dedans. Les hackers font la même chose. On a la même chose. Alors là, là-dessus, vous avez TouchDraft qui vous permet de regarder un petit peu ce qu'il y a sur votre machine. Donc ça, c'est tous les petits outils, etc. Quand on dit est-ce que vous acceptez les outils ou autres, et voir un peu les relations. Et sur la page d'après, vous allez avoir la relation complète entre tous les outils. Alors là, on peut aller encore plus bas, hein. Et ça permet de voir qu'en fait, tout est relié entre eux. Et donc, un hacker qui a un site web, parce que vous allez sur tel ou tel site web régulièrement, est capable d'aller relire à peu près tous les cookies, etc., arrive à faire le lien et arrive à vous cibler. Et si vous êtes ciblé de cette manière-là, on sait beaucoup mieux vous attaquer. Ça, c'est une chose à faire attention. Alors, j'ai mis aussi quelques liens sur la CNIL, hein, comment limiter, comment effacer ses traces quand on fait de la navigation sur Internet.
Ça, c'est à regarder plus tard. Hein. J'ai pas mis à lire plus tard, mais à regarder plus tard parce qu'il y a une petite vidéo. Et enfin, ah, il y a un slide qui a disparu, mais c'est pas grave. Oui, désolé, Jérôme, apparemment, il y a eu un problème sur le slide suivant. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Alors, sur le slide qui suivait, mais c'est pas grave, il y avait Perceval. Donc, Perceval, c'est le site web de la gendarmerie nationale, enfin de l'État, pardon, qui permet de déclarer une fraude à la carte bancaire. Voilà, c'est bizarre que le slide, mais c'est pas grave. Ouais. Une fraude à la carte bancaire. Donc, vous avez une petite explication, vous avez une petite vidéo. Comment faire pour déclarer quand vous êtes victime d'une fraude à la carte bancaire sur ce site. C'est toujours utile. Enfin, bon, les bons principes, là, c'est à lire plus tard. Hein, donc, tout ce qui est classique à faire, on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est dans le classique. Oui, je me permets d'intervenir, Jérôme. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est clairement 6 principes simples qui synthétisent tout ce qu'on s'est dit et qui, quand ils sont respectés, connus des gens, permettent de se prémunir de la plupart des méthodes d'attaque qu'on vient d'évoquer avec vous, en fait. Voilà. Et pour conclure, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il faut savoir que le trafic de drogue, ça peut vous amener en prison. La mafia aujourd'hui italienne ou autre est en train de changer entièrement sa politique et il est beaucoup plus rentable de faire un trafic informatique, enfin des attaques informatiques qu'un trafic de drogue et vous risquez moins d'aller en prison. Voilà, et on vous a mis quelques liens derrière sur les sites web. Oui, je remets, excuse-moi, voilà. Alors, vous l'avez compris, nos marchands sont devenus des cybermarchands. Nous voyons fleurir l'e-administration, nos moyens de paiement se dématérialisent, comme nos feuilles d'impôt d'ailleurs. Mais en parallèle se développe une cybercriminalité qui est toujours plus présente. Alors je ne vous cache pas que le contexte sanitaire puis géopolitique est venu accentuer cette menace. Il y a certains grands événements à venir qui sont autant d'opportunités pour les cybercriminels et ils ne manqueront pas de les exploiter. On espère ce soir vous avoir donné des pistes pour vous protéger, pour réagir en cas de problème, mais également pour vous inciter à aller plus loin. Et pour cela, vous retrouverez les liens dont on a parlé juste avant dans la présentation qui va vous être envoyée. Alors, j'espère que vous êtes maintenant convaincu qu'une grande partie de votre sécurité digitale est entre vos mains. J'ai envie de dire, prenez bien soin de vous, physiquement et numériquement. Nous allons maintenant vous passer à un petit temps d'échange sous forme de questions-réponses. Donc, je propose que les personnes qui ont une question lèvent virtuellement la main. Donc, vous avez la petite main qui est juste dans la barre, là, ou qui puissent la poser via le chat pour qu'on puisse leur répondre. Alors, avant toute chose, il y avait une question avant la masterclass de Sophie Sergent. Donc, je propose à Sophie peut-être de reposer la question concernant donc en cas d'attaque du serveur CEP. C'était la première question qu'on On n'a pas avait le micro de Sophie, hein, son micro est coupé. Sophie, mettre le micro. Oui, pardon, oui. Puis après, Pardon, ce sera excusez-moi. Gérard. Ouais. Merci pour les deux interventions qui étaient vraiment très intéressantes. Alors, j'ai envoyé les questions par mail, du coup, j'avoue que je m'en souviens plus bien. Je sais juste que si on a une attaque, oui, si vous pouviez les lire, ça m'arrangerait. Alors, que se passerait-il en cas d'attaque du serveur CEP pour nos comptes, la visibilité des montants sur les comptes, et si des sommes étaient dérobées, quelle garantie avons-nous de les récupérer? Oui. Tout ça dans un contexte de cyberattaque, enfin, tout du moins de tensions géopolitiques majeures, vous l'avez compris. Alors, je vais essayer d'être rassurant et j'espère que vous croirez en mon honnêteté dans ce que je vais vous dire. Alors, le principe d'une attaque globale sur notre banque en ligne, en l'occurrence, ou sur nos systèmes centraux, est absolument inenvisageable parce que je vous épargne le détail technique de comment fonctionne une transaction, on va dire, bancaire. Il y a de la comptabilité derrière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'un montant d'argent, quand vous imaginez l'argent de la banque, elle n'est pas dans un panier où quelqu'un peut venir tout prendre d'un coup et dérober comme ça
les gens de manière globale, c'est pas si simple que ça. Au pire, on pourrait imaginer de nous mettre en panne nos dispositifs, mais prendre l'argent, c'est pas possible, pas comme ça, pas de façon aussi globale. C'est pour ça que les techniques de fraude aujourd'hui qui circulent, qui peuvent exister, c'est de tenter plutôt d'usurper l'identité du client dans sa propre banque en ligne et de déclencher des opérations à sa place. Quand on détient les accès, on a vu les sites de phishing à quoi ils ressemblent, quand on détient votre accès à votre banque en ligne, on peut demander la création d'un compte de virement à l'extérieur. Si vous avez activé, et j'insiste encore, on l'a dit tout à l'heure, si vous avez activé le SecurePass pour ce qui est de la caisse d'épargne, mais le même type de dispositif existe dans toutes les banques, c'est l'authentification à double facteur qui a été évoqué par Jérôme. Vous allez recevoir une notification d'une façon comme d'une autre, a priori sur votre téléphone mobile. Vous, le vrai client. Alors c'est là où les fraudeurs peuvent tenter d'aller plus loin et ils y arrivent parfois. C'est en même temps qu'ils ont réussi à prendre la main sur votre banque en ligne, ils vous sollicitent par téléphone. Et c'est ça aussi que j'ai présenté tout à l'heure. Il va vous demander le code que vous recevez sur votre téléphone. Bien sûr, en ne vous disant pas que c'est parce qu'il est en train d'essayer de faire un virement vers un compte extérieur, mais pour vous faire croire qu'il veut dépanner votre compte qui subit un problème. Donc on est dans une approche qui va plutôt être au cas par cas, client par client, qu'un scénario catastrophe comme celui de votre question, où un pirate rentrerait dans nos systèmes, dépouiller tout l'argent de la banque et de tous ses clients. C'est vraiment un scénario qui me semble totalement inenvisageable parce qu'il faut pouvoir à un moment donné déclencher l'opération, j'ai envie de dire, d'ordre comptable. Un compte à vider et un compte à alimenter. Et ça, on ne peut pas le faire en un piratage sur tout le dispositif de la banque. C'est vraiment pas possible. Donc voilà, je reviens à ça. Alors après, pour ce qui est des responsabilités, on a clairement des jurisprudences maintenant qui commencent à se multiplier. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on est un peu dans du cas par cas, mais globalement, si vous n'avez rien fait, si vous n'êtes opposable de rien, si vous n'avez pas fourni les clés, j'ai envie de dire, aux malveillants, vous ne craignez rien. La banque rembourse systématiquement toute opération frauduleuse qui aurait pu être faite sans votre contribution ou par des dispositifs qui… Voilà. Après, dans les cas les plus poussés où le client a à maintes reprises répondu, c'est ce que disait Jérôme, oui, et plus que oui, fournit des codes, fournit des identifiants, fournit des mots de passe, fournit les codes secrets qui arrivent sur le téléphone, qui pourtant affichent en clair. Il y a une opération de virement de 8 000 €. Saisissez le code si vous confirmez. Et les gens, oui, donnent le code, confirment le code et le donnent aux gens qui sont devant eux. Là, à un moment donné, les jurisprudences maintenant sont claires. La banque peut finir par bloquer et refuser l'indemnisation du client qui aura vraiment tout fait pour avoir le problème dans lequel il se retrouve, quoi. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas vraiment de principe général. Il faut juste retenir que, encore une fois, si on est vigilant, on ne peut pas être exposé à ce risque-là. Si on rentre dans ce que disait avec ironie Jérôme, mais malheureusement, on rigole moins quand c'est le cas réel pour quelqu'un où on a dit oui et donné toutes les clés au malveillant qui est devant soi, là, ça peut se compliquer pour le client, oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est logique. Une question de Gérard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on a parlé de code, de mots de passe compliqués. Mais moi, et je suppose que les autres également, pour accéder à mon compte caisse d'épargne, je n'ai que des chiffres à mettre. Alors, est-ce que c'est suffisamment sécurisé? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Vous remarquez, votre carte bleue, c'est pareil. C'est souvent 4 chiffres qu'il faut saisir sur le distributeur ou sur le TPE du commerçant. Et donc, ça semble venir contredire ce qu'on vient de dire. Alors, c'était la petite remarque que j'avais mis à côté de mon tableau, là, qui montrait les complexités de mots de passe et leur longueur. C'est que, heureusement, il y a des dispositifs complémentaires. C'est le cas pour tout ce qui sollicite la carte bleue. C'est le cas pour la connexion à la banque en ligne. C'est qu'on limite le nombre de tentatives. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on parle d'attaque brute force, comme je l'évoquais tout à l'heure, où on teste tous les mots de passe possibles, c'est face à des dispositifs techniques qui n'empêchent pas un certain nombre de tentatives. En l'occurrence, la banque en ligne, comme la carte bleue, vous le savez, si vous faites 3 fois un mauvais code, ça va se compliquer pour vous en tant qu'attaquant qui veut essayer tous les codes possibles, et c'est bien ce qui protège le dispositif. Et trouver le bon code parmi les milliers de codes qu'autorisent ne serait-ce que 4 chiffres en 3 tentatives, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Sauf, encore une fois, si la personne a mis un code trivial du type 1, 2, 3, 4. C'est ce que ces gens-là testent en général. Ils testent 1, 2, 3, 4 et 4 fois 0.
ce que la banque empêche, hein, en l'occurrence. Vous ne pouvez pas mettre ce code sur votre banque en ligne. Si vous voulez le mettre, il va se faire rejeter. Donc, on n'est pas dans la même démarche. On est sur des systèmes qui empêchent, heureusement, dans ces cas de figure-là, le nombre de tentatives. Donc là, la dureté du code n'intervient pratiquement plus, à la réserve près de ce que je viens de vous dire. Et puis en complément, il y a l'authentification double facteur en fait qui fait que la première fois que vous vous connectez en fait à la banque depuis un nouveau poste, vous avez un code qui arrive sur votre carte SIM. Même s'il n'y a jamais rien de parfait, c'est déjà très compliqué à passer au travers. Oui, effectivement, SecurePass, en l'occurrence, quand on vous parle d'authentification multifacteur, l'un des facteurs, ça devient ce que, on le dit très typiquement dans l'authentification forte, il y a ce que vous savez et il y a ce que vous détenez. Donc, en l'occurrence, si vous connaissez un code secret pour vous connecter à la banque, ça devient compliqué d'usurper votre identité si vous ne le donnez à personne, ce code. Si par mégarde vous le donnez, il y a autre chose qui vous sécurise. Maintenant, dans le contexte de SecurePass, il y a votre équipement, il y a votre téléphone qui devient en lui-même une clé. C'est-à-dire qu'en plus, il faudrait vous avoir volé votre téléphone. C'est-à-dire avoir votre connaissance, votre code, et il faut avoir ce que vous possédez, votre téléphone. Ça commence à faire beaucoup de choses pour réussir à rentrer dans votre banque en ligne à votre place. Ou alors, encore une fois, c'est que la personne qui se fait avoir, il met vraiment de la mauvaise volonté, je laisse traîner mon téléphone, je me le fais voler, je ne déclare nulle part que je me le suis fait voler, et en plus, je donne les codes qu'on me demande, et enfin, je donne tout, quoi. Et là, là à un moment donné, jamais aucun moyen n'empêchera d'usurper complètement l'identité de quelqu'un, sauf à évoquer des technologies de biométrie, mais vous savez comme moi qu'après, la biométrie, c'est assez compliqué aussi sur des propos plus d'ordre CNIL, et données purement personnelles, c'est qu'un code secret, heureusement, ça se remplace. Si par mégarde, vous l'avez dit à quelqu'un qui n'aurait pas fallu le dire ou donné à quelqu'un à qui il n'aurait pas fallu le donner, vous pouvez le remplacer. Votre œil ou votre doigt, si techniquement parlant, l'image numérique de cet élément-là a été volée, ça va être beaucoup plus problématique de le remplacer, évidemment. Donc c'est pour ça que ce sont des techniques qui sont encore assez peu utilisées malgré tout. Et puis attention, pour lire votre SMS, si vous avez bien configuré votre téléphone, quand le SMS arrive, normalement, si vous n'êtes pas sur un iPhone ou sur un Android maintenant, normalement, il s'affiche même plus à l'écran. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne soit même plus affiché. Donc ça veut dire que même si vous laissez votre téléphone sur le coin d'un bureau, normalement, si vous avez bien configuré votre téléphone, la personne ne voit même pas votre SMS, donc ne peut pas utiliser votre téléphone s'il est resté quelque part, etc. J'avais oublié. C'est devenu du coup pratique. Ça peut paraître dangereux, mais finalement c'est pratique. C'est-à-dire que les techniques modernes qui utilisent votre téléphone comme une clé que vous avez en votre possession, maintenant tout le monde a son téléphone pratiquement tout le temps sur lui. Je pense que la plupart des téléphones aujourd'hui, et d'ailleurs ces techniques-là ne fonctionnent que s'il est détecté que le téléphone est sérieusement sécurisé, c'est-à-dire avec un mot de passe pour le déverrouiller, etc. Par exemple, sur certains dispositifs qui vous demandent la saisie du code reçu par SMS, il va même plus vous le demander. Il va attraper au vol le SMS avec son code et le renseigner dans l'application, parce que le dispositif saura que c'est le bon téléphone qui a été déclaré pour sécuriser l'application en question. Et un téléphone, ça ne s'usurpe pas aujourd'hui, en tout cas très difficilement. On ne sait pas créer un faux téléphone qui a la même image numérique que le vôtre vrai téléphone. Et du coup, ça devient facilitant parce que la sécurité devient moins pesante. Quand vous êtes équipé de cet équipement qui est reconnu comme l'élément de sécurité qui vous signe, quand on vous demande le code que vous avez reçu par SMS, on va aller l'attraper directement sans même que vous interveniez et sans que vous n'ayez même plus à le ressaisir. Donc tout ça évolue favorablement selon moi. Question, Thierry, question de Philippe Bétain. Oui, Philippe. Bonsoir. Donc, en propos de SecurePass, c'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé que sur un achat en ligne, en fait, j'ai pas le temps d'utiliser le code SecurePass et que l'achat soit validé. Et je me demande, c'est rare encore une fois, mais je me demande comment c'est possible. Alors ça, ce sont des dispositifs que la norme DSP2 a autorisé aussi et qui est à la main des commerçants, parce que là, pour le coup, celui qui prend un risque, c'est le commerçant. C'est le commerçant qui risque de ne pas être payé de la transaction pourtant qu'il vient d'accepter avec vous. Et là, ce sont des systèmes experts qui tournent. Alors par exemple, Amazon le fait très souvent, pour citer Amazon, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, hein, mais bon, ça parle. Amazon, vous remarquerez que dans certains types d'achats, va prendre la commande, accepter le paiement sans vous demander aucun élément de sécurité, dès lors que vous avez mémorisé votre carte bancaire, parce qu'Amazon a un système expert, on parlait de big data tout à l'heure. Pareil, il va reconnaître votre téléphone, il va reconnaître votre comportement, il va reconnaître votre mode d'achat habituel, le type de produit que vous achetez, pour quel montant moyen en général,
Et quand il y a suffisamment d'éléments rassurants sur l'opération qui est en train de se faire, il va prendre l'opération sans s'assurer que c'est vraiment vous qui êtes en train de la déclencher. De toute façon, le pire risque pour eux, c'est de ne pas se faire payer. Vous envoyez un produit ou d'envoyer le produit à quelqu'un sans être vraiment payé. Donc, ils prennent ce risque-là, eux. Vous ne risquez rien. Au pire, de toute façon, vous ne serez pas lésé d'une opération de ce type-là. C'est le commerçant qui prend le risque. Et ça aussi, c'est très bien, c'est pratique. Moi, je suis content quand je commande souvent une BD. Je suis collectionneur de BD. Voilà. Amazon, c'est très bien que je commande périodiquement une BD. Moi, je ne demande même plus mes identifiants bancaires, de sécuriser l'opération, rien du tout. Je passe ma commande, ça passe direct. En une seconde, c'est fait. Donc, c'est tout à fait voulu des commerçants. C'est vraiment des systèmes experts. C'est du big data qui qualifie l'opération en cours et qui, au-delà d'un certain niveau de confiance, va la valider. Quelqu'un qui achète habituellement des petits produits pour ses enfants, des petits jouets à 5 €, si tout d'un coup c'est un ordinateur à 7 000 €, évidemment, là, il va vous demander de sécuriser l'opération. Le système expert va réagir. J'ai pris un exemple extrême, mais voilà. Ok, Merci. Y a-t-il encore d'autres questions, Emmanuel? Apparemment, non. N'hésitez point. Donc, s'il y a pas d'autres Merci à tous questions. de votre écoute. On aura été dans les temps, mais oui. Alors après, bien sûr, moi, j'ai pas d'horaire contraint. Si d'autres questions se posent, c'est avec plaisir qu'on peut vous consacrer un petit peu plus de temps. Mais j'insiste sur un point qui a été vu dans l'un des slides, c'est de garder la même logique que dans la vraie vie. Ce que mon expérience m'aura donné depuis quelques années, c'est que quand on est devant du cyber, quand on est devant de l'Internet, la logique des gens ne reste pas la même que celle de la vraie vie. Ça me surprendra toujours. C'est le cas pour le phishing. Si quelqu'un dans la rue vous intercepte bien habillé, avec un écureuil en badge sur sa veste, qui présente bien, le gars rassurant, bonjour, tu me donnes ta carte bleue s'il te plaît, je suis la caisse d'épargne. Je pense que dans la vraie vie, vous allez lui dire c'est ça, appelle-moi con, enfin excusez-moi d'être vulgaire, mais vous n'allez pas lui donner votre carte bleue et vous n'allez pas forcément faire confiance au fait que ce gars-là est vraiment de la caisse d'épargne. Et puis d'abord, pourquoi il vous demanderait votre carte bleue? Eh bien sur Internet, bizarrement, vous recevez un mail bien fait, qui se présente bien, lui aussi, qui fait bien penser qu'il est de la caisse d'épargne. Bonjour, il y a un souci, tu me donnes ta carte bleue s'il te plaît. Et bien là, bizarrement, une proportion non négligeable de gens répond et la donne. Donc c'est pour ça que j'aime toujours redire, revenez à une logique de la vraie vie et tout devient simple, parce que c'est souvent un peu l'anxiété des gens. Ben oui, mais comment on fait sur Internet? On ne sait pas être sûr quand même. Tu as beau nous dire tout ce que tu veux. Comment on fait vraiment pour être sûr qu'on est dans un truc qui est sérieux, qui va bien, et un truc qui ne l'est pas? La logique de la vraie vie, tout simplement. Thierry, une nouvelle question de Sylvie. Sophie. Alors, Sophie, c'est pas une question, c'est juste une réflexion pour aller dans le sens de ce que dit Thierry Bouillon, c'est que il y a besoin d'une formation très importante dans le numérique en général. C'est-à-dire que le numérique est arrivé très vite, beaucoup plus vite que la formation au numérique de l'ensemble des acteurs, et les professionnels et les citoyens. Et ça va changer. Donc, de par mon expérience de l'année dernière au ministère de la Santé, justement, puisque j'étais responsable de la cybersécurité là-bas, entre autres, et du numérique, c'est qu'il y a un volet formation à destination des professionnels de santé et des ingénieurs et des citoyens qui sera dans une stratégie d'accélération numérique. Et ce qui veut dire que l'ensemble des étudiants et les professionnels pourront bénéficier de formations initiales et continues dans leur cursus pour améliorer leur niveau de connaissance en cybersécurité et en numérique. Voilà, c'était juste une petite info que je voulais vous dire parce que vous l'avez évoqué en début de présentation et je trouvais que c'était suffisamment intéressant pour le rappeler. Donc, encore une fois, merci infiniment pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Effectivement, dans la cybersécurité, ça a été dit, hein, il y a une grosse partie de sensibilisation. Hein, clairement, c'est vraiment une partie très importante, au-delà de tout l'aspect technique auquel on pense tout de suite. Quoi. C'est devenu l'un de nos points de vigilance particuliers dans des entreprises comme la nôtre, évidemment, et dans plein d'autres. C'est l'humain, hein, c'est ce qu'on a dit. Hein, c'est celui qui est entre la chaise et l'écran. La phrase est marquante et on la répète à loisir, parce qu'au moins celle-là, elle reste dans les esprits et c'est bien. Il faut sensibiliser, il faut que les collaborateurs sachent à quel risque ils exposent l'entreprise en fonction de leurs agissements. Et ce n'est pas toujours naturel pour tout le monde, il faut sensibiliser. On fait par exemple chez nous abondamment de campagnes de faux phishing, c'est-à-dire qu'on adresse à nos collaborateurs des mails qui ressemblent à du phishing, et on regarde s'ils cliquent, s'ils donnent suite, et bien sûr on ne leur fait pas de mal, hein. On les amène juste sur une page de sensibilisation quand ils l'ont fait pour leur expliquer pourquoi il n'aurait pas fallu cliquer.
Bah, là, vous venez de cliquer sur ce mail, regardez, il y avait ci, il y avait ça, vous auriez dû le voir, il ne fallait pas cliquer. Et voilà, et on anime ça, on fait un reporting et on anime ça avec les collaborateurs, on le fait très fréquemment, par exemple. Ce sont des choses qu'il faut travailler et qui se travaillent dans le temps parce que les choses s'oublient. Ouais, la sensibilisation, c'est hyper important, la sensibilisation. Alors, je vais pas trahir de secret, c'est quelqu'un qui a quitté la société. Donc, moi, l'ancien CIO groupe du groupe ArcelorMittal, qui lors d'une campagne de phishing comme celle-ci, avait été le premier à ouvrir le mail, à cliquer sur le lien. 5 secondes. 5 secondes entre l'envoi et le clic. Donc, même des gens qui pensent être informés ne le sont pas forcément et cliquent sur n'importe quoi. Donc ça, c'est quand même un message très important. il faut faire prendre conscience aux gens du risque, encore une fois. Et souvent, les gens à qui je parle, ceux que je connais mieux, où je vois dans les stats qu'il y a eu du clic et tout, je leur dis, pourtant tu le sais, mais pourquoi tu as cliqué quoi, enfin, et les gens, c'est mais j'ai pas le temps, je reçois des dizaines et des dizaines de mails, et à un moment donné, on se met en mode robot, on arrête de réfléchir, quoi. On arrête de réfléchir. Et ça, il faut que les collaborateurs comprennent dans l'entreprise que le risque est quand même considérable, quoi, hein, parce que là, pour le coup, on redevient plus anxiogène dans le propos, mais tout ce qu'on entend là, les entreprises qui se sont fait, on a vu tous les exemples en début de présentation, qui se font plomber méchamment leur système d'information avec des indisponibilités parfois en semaines. On a eu des cas, nous, avec certains de nos partenaires ou de nos fournisseurs. Qui se sont retrouvés des semaines sans système d'information opérationnel. Le début, c'est toujours ça, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est le collaborateur qui a ouvert le mail qu'il ne fallait pas ouvrir, quoi, hein, c'est vraiment, c'est pas du cas hollywoodien, c'est la réalité, et ça se produit tous les jours dans plein d'entreprises. Donc, à un moment donné, il faut être ferme quand même, il faut que les collaborateurs comprennent que certaines actions peuvent être très lourdes de conséquences, hein. Alors, moi, je prends souvent l'exemple de la voiture. Tout le monde conduit, etc. Les voitures sont bardées d'électronique, sont bardées de systèmes de sécurité. Vous avez les airbags, vous avez tout, etc. Si vous conduisez imprudemment, on va dire, et encore je suis gentil, je dis pas totalement ivre et puis à toute vitesse, bah, vous aurez un accident et vous pouvez y passer. Et vous avez beau avoir tous ces systèmes de sécurité, en fait, l'informatique va vous mettre quelques outils de sécurité et va vous aider, mais c'est pas grâce à tous ces outils que vous allez vous en sortir. Si vous faites n'importe quoi, bah, à la fin, vous finirez par avoir un accident. Mais, oui, c'est vrai. Juste pour dire aussi que je pense qu'il y a aussi une culture de l'échange par mail et une culture de l'Internet que l'ensemble des citoyens doit s'approprier, parce que vous parlez des collaborateurs fautifs, mais il faut se dire que quand vous avez des collaborateurs ou des professionnels qui reçoivent des mails de gens qui ne savent pas écrire correctement aussi, parfois, on se pose la question à 2 fois avant d'ouvrir le mail, et alors qu'on attend un mail, les gens, enfin voilà. Donc, il y a aussi une responsabilité de tout à chacun de se dire, moi j'ai été piratée, enfin, j'utilise très peu WhatsApp parce que c'est pas sécure, et j'ai reçu des messages de gens qui étaient soi-disant des amis, et qui en fait avaient leur WhatsApp piraté. Donc, comme j'étais contact d'eux par WhatsApp, j'ai été contactée par ces gens. Je leur ai dit, mais comment c'est possible? Parce que certains utilisent des messageries qui sont très peu sécures, mais pour des raisons professionnelles. Et là, en l'occurrence, c'était une gestion immobilière qui était faite sous forme de WhatsApp. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que les gens soient responsables, quoi. Les gens sont des adultes, donc je pense qu'ils ont tous aussi un devoir de responsabilité, parce que à partir du moment où ce sont des outils d'échange, de communication et de partage, eh bien, nous-mêmes, en n'étant pas fautifs, on peut recevoir par l'intermédiaire de contacts de gens qui n'auront pas été, enfin, qui n'auront pas fait attention. Et ça, je pense que c'est très important aussi dans les messages à faire passer, je pense. Oui, il faut faire attention effectivement aussi aux informations qu'on laisse circuler. Là, on parle plus d'identité numérique, mais il y a même aussi parfois, je parle dans les sensibilisations en interne, au-delà de l'identité numérique, de l'actualité numérique. C'est laisser trop d'informations circuler sur ce qui se passe, sur qui on est, ce qu'on fait, etc. Alors là, ça commence à devenir rapidement beaucoup plus dangereux. À titre privé, par exemple, on aurait pu vous montrer ce genre d'exemple, mais il faut qu'on arrête de faire peur à tout le monde aussi.
Il existe un site, par exemple, qui s'appelle quelque chose comme Can I be robbed, c'est-à-dire est-ce que je peux être cambriolé, mais c'est pas utilisé par les gens en fait pour savoir s'ils peuvent être cambriolés. C'est les éventuels voleurs qui utilisent ce type-là, où vous mettez une identité numérique, une adresse mail de quelqu'un, et ce site-là en fait indexe les contenus des réseaux sociaux. Et pareil, big data, intelligence artificielle, dit si potentiellement vous êtes chez vous ou pas, tout simplement. Ça marche pas mal du tout. C'est même troublant parce que pareil, ce que les gens postent sur Facebook, sur machin, sur truc, vous avez vu mes photos machin à la plage truc, oui, manifestement on recoupe ça avec l'adresse de vie de la personne, il n'y a manifestement pas de plage à proximité, il vient de poster le truc, bon ça veut dire qu'il n'est pas là, etc. Donc il faut effectivement faire attention à l'excédent d'informations rendues publiques qui n'est pas utile de rendre public et qui génère, qu'on le veuille ou non, un risque. Ouais, alors ça c'est du classique aussi avec les enfants, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui. Il faut aussi apprendre à ses enfants de ne pas mettre n'importe quoi sur Facebook, hein. Ouais. Et les nouvelles générations, en fait, ressentent moins cette appréhension de mettre des choses. En fait, comment dire, l'information, elle est mise au quotidien et au fil de l'eau. Et c'est vrai que ça peut créer des problèmes de sécurité. Mais je pense que ce qui est quand même très important, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure aussi, c'est la différence de réaction en fait dans la vie normale par rapport à la réaction dans la vie numérique. Alors, on comprend bien qu'il y a un côté stress de l'utilisation de l'outil ou des choses comme ça, ou volontairement de la part du cybercriminel de créer un besoin de réponse rapide. Donc, il y a une pression qui est mise supplémentaire, mais il y a vraiment une différence en fait entre la réaction d'une personne, comme disait Thierry tout à l'heure, qui va rencontrer quelqu'un dans la rue et qui va lui demander sa carte bleue, et la même demande en fait faite via les outils numériques. Et c'est vraiment le pendant, c'est ce que je disais dans mon introduction. Voilà, il faut appliquer les mêmes les mêmes choses que ce qu'on applique au quotidien depuis des années dans la vie de tous les jours sur le côté numérique. Oui, même par si exemple, c'est pas toujours facile. Par exemple, il y a des éléments de logique simples. Les gens me demandent, par exemple, sur les loteries espagnoles, mais les autres types de fraudes que je vous ai montré tout à l'heure, à la nigériane, à l'amour, et j'en passe. Mais oui, mais comment on peut savoir si c'est vrai ou pas? Et je dis, si tu avais ce genre de sollicitation en vrai, tu n'hésiterais pas, tu saurais si c'est du correct ou du suspect. Et par exemple, sur les loteries, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'un des premiers trucs quand on reçoit quelque chose, une sollicitation, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose? Après, les gens me posent la question à l'envers. C'est oui, mais alors moi, si je veux utiliser un service Internet, par exemple, pour payer, commander en ligne, moi j'ai peur, moi je ne veux pas commander en ligne, ça me fait peur. Et je leur réponds, mais attends, mais c'est complètement sécure, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est quand tu reçois une proposition de quelque chose de numérique, là, il faut t'en inquiéter si toi, tu n'as rien fait, si tu n'as rien initié. Si tu ne déclenches rien, que tu n'as rien fait, tu es tranquillement en train de lire un livre et dans ton lit et tu reçois une sollicitation numérique alors que tu ne faisais rien de numérique, là, il faut te dire, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un truc qui me veut du mal. Mais si toi, de ton initiative, tu fais quelque chose qui va déclencher aussi des réactions, des sollicitations de saisie de code, de SMS et tout, mais là, c'est toi qui es acteur, tu fais quelque chose, il n'y a aucun sujet. Aucun problème, tu réponds et tu fais, et tout ça est parfaitement sécure. La fraude sur des opérations que les gens veulent faire, eux, sur Internet, on n'en traite pratiquement aucune. Ça n'existe pas, les bruits, les rumeurs urbaines qu'une opération sur Internet, elle peut être sniffée, détournée, récupérée au profit d'un pirate quand on en fait une, nous, avec Amazon ou autre. Décidément, j'aime bien Amazon. Ça reste quand même franchement exceptionnel, quoi, hein. Franchement exceptionnel. C'est pas la masse de tout ce qu'on entend de fraude où là on en voit des centaines et des centaines et des centaines qui sont des pures fraudes qui sont de l'initiative du pirate vers quelqu'un qui n'a rien demandé et rien fait. Mais l'usage des technologies d'Internet aujourd'hui et du digital, quand on les utilise comme elles proposent d'être utilisées, sécurisées, le taux de fraude est extrêmement faible. Très très faible. C'est exactement l'exemple que je. Donc il faut être rassuré. Je termine, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. En fait, c'est tellement compliqué aujourd'hui d'aller hacker un système de transactions bancaires, allez, on va reprendre Amazon, hein, et de se mettre, ce qu'on appelle en man in the middle, réussir à intercepter les données, etc. C'est tellement compliqué alors que c'est tellement plus facile d'aller directement envoyer un mail à quelqu'un. Pourquoi le hacker s'emmerderait à aller chercher, à aller essayer d'hacker ces transactions sur lesquelles il gagnera quasiment rien finalement, alors qu'en envoyant quelques mails, il va gagner beaucoup plus.
Voilà, parce qu'à la fin, de toute façon, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, il ne va pas quand même passer 3 jours ou 10 jours pour essayer de lancer une attaque, alors que c'est tellement plus simple d'utiliser des services que l'on trouve sur Internet, on va dire de hacking as a service, hein, je vais pas donner tous les noms, etc. Et de lancer quelques petits mails et quelques attaques et gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi s'embêter? Ok, bah écoutez, merci Jérôme, merci Thierry, merci Jean-Marc. Vous êtes passionnés, vous l'avez dit, ça se ressent, ça s'est ressenti. Voilà, merci pour ces éclairages, merci aussi à toute l'équipe Sociétaria, Emmanuel Noiret également. Et il me reste donc, avant de prendre congé, à vous annoncer que la prochaine masterclass se déroulera en juin. On vous enverra un save the date, puisqu'on va caler la date et la thématique. Et puis, voilà, vous souhaitez une excellente soirée en vous rappelant que vous aurez à disposition le support avec un peu de lecture très intéressante. Et puis, effectivement, l'enregistrement va nous permettre de proposer cette Teams en replay. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très, très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, merci à tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.